Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous remercie, nous vous remercions, Cabinet Grant Thornton, de votre présence à aujourd'hui dans le cadre de notre organisation de présentation des activités sociales. C'est une instance que nous avons l'habitude de mener depuis maintenant quelques années. Contexte particulier aujourd'hui, au regard de ce manque de visibilité sur ce que seront les budgets, notamment la sécurité sociale en 2025. Néanmoins, il y a l'actualité et l'ensemble des orateurs aujourd'hui présents se fera un plaisir de vous les partager. Qui sommes-nous ? Je vous présente l'équipe qui va donc animer ce webinaire. Donc, je suis moi-même Patrice Chevalier, associé au sein du cabinet Grant Thornton, et j'ai le plaisir d'animer cette ligne de service paye et conseil social pour l'ensemble de nos clients. Je suis accompagné de Laura, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, je suis Laura Lidéa et je suis directrice au sein de Grant Thornton. Je dirige l'équipe paye et conseil social de Neuilly. Mon cher Adrien, qui es-tu dans un petit coin de caméra? Bonjour, Adrien Rousset, je suis manager et je travaille avec Laura d'IDEA à Neuilly. Je suis également expert comptable mémorialiste. Merci Adrien. Et nous avions, il y a de cela quelques secondes, encore en ligne, Caroline Luchroquia, avocate associée au sein du cabinet en charge du droit social et de l'ingénierie RH et qui, semble-t-il, a quelques petits soucis. Ah non, t'entends, tu es là, Caroline. Bonjour, je ne suis pas invitée surprise. Voilà. Voilà, vous avez l'habitude de notre rendez-vous annuel. Caroline Luchroquia, avocate associée chez Grant Thornton Société d'avocats. Et je suis très heureuse de vous retrouver dans le contexte de notre webinaire Actu Social. Super. Pardon Caroline, je te voyais plus. On l'a perdue. Nous l'avons perdue, mais non, elle est là. Alors, je vous propose donc de vous partager ce sommaire attendu aujourd'hui, tel qu'il était également précisé dans l'invitation. Même si, je disais en préambule, peu de visibilité sur la partie budget 2025, il y a quand même de l'actualité autour de la paye en ce mois de janvier. Des situations qui perdurent, voire d'autres qui disparaissent. Donc, nous allons avec vous partager cette visibilité. Un point particulier dans un deuxième temps sur la partie partage de la valeur, parce qu'il y a aussi quelques impacts et quelques évolutions. Un focus approfondi également sur la partie congés payés et arrêt de travail, avec cette fameuse loi DADU qui évolue au fur et à mesure des pratiques et du législateur. Sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet autour de l'ActuPay 2025. Ma chère Laura. Merci Patrice. Alors, comme Patrice l'a précisé, effectivement, nous sommes dans un contexte un peu particulier aujourd'hui, avec l'absence de la loi de finances, de sécurité sociale pour 2025. Nous faisons toutefois le point sur l'actualité sociale. Pour commencer, on vous présente quelques chiffres pour l'année 2025 et on rappelle quelques chiffres de l'année 2024. Le BOS a confirmé effectivement les plafonds applicables pour l'année 2025. Le plafond mensuel passe à 3 925 €, ce qui nous amène à une valeur annuelle à 47 100 € pour un salarié qui est à temps plein et sans incidence de présence.
Nous rappelons également la franchise de cotisation des stagiaires qui, elle, est limitée à 15% du plafond horaire qui reste inchangé et donc on est toujours à 4,35 € de l'heure. Et nous rappelons également que le SMIC ne bouge pas, ne change pas au 1er janvier puisque la hausse mécanique du SMIC a été déjà couverte par la hausse anticipée du 1er novembre dernier. Alors, j'ai oublié de vous préciser, mais on se souvient toujours un peu en pédalant et en pratiquant. Ce support, ce contenu vous sera adressé donc à l'issue de ce webinaire. Donc, ne vous amusez pas à prendre des captures d'écran ou ce genre de choses, ce n'est pas nécessaire. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous avez le chat en haut à droite qui vous est accessible. Nous y reviendrons idéalement à la fin de cette présentation. Des nouvelles concernant l'assurance chômage. La convention du 15 novembre 2024 est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Elle se substitue au décret du 26 juillet 2019. Elle apporte plusieurs modifications qui concernent les droits au chômage et l'entrée en vigueur de certaines dispositions de la convention est reportée au 1er avril 2025 au plus tard en raison de contraintes opérationnelles. La convention assurance chômage du 15 novembre prévoit également la fin de la contribution exceptionnelle de 0,05% qui avait été mise en place en 2017. Le taux donc de la cotisation pour la part patronale passe au 1er mai 2025 à 4% au lieu de 4,05 auparavant. Les règles de bonus-malus sur la cotisation patronale d'assurance chômage qui était initialement prolongée jusqu'au 31 décembre dernier, sont prorogées dans leur intégralité jusqu'au 31 août 2025. Et à partir du 1er septembre 2025, une nouvelle convention chômage sera applicable et les modalités relatives à cette convention seront connues dans les mois à venir. Voilà. Concernant l'apprentissage en 2025, le gouvernement va reconduire par décret une aide pour les employeurs qui embauchent des apprentis. Cette aide sera d'un montant de 5 000 € pour l'embauche d'un apprenti au titre de la première année du contrat pour les entreprises de moins de 250 salariés et de 2 000 € pour les autres entreprises. Le montant de l'aide sera maintenu à 6 000 € pour l'embauche d'un apprenti en situation de handicap et restera cumulable avec les aides spécifiques qui leur sont destinées. L'aide sera versée pour chaque contrat d'apprentissage conclu indépendamment du diplôme préparé. Toutefois, on précise que les entreprises de plus de 250 salariés vont rester soumises pour bénéficier de l'aide, mais à une condition de quota. Le décret instaurant cette aide devrait être publié donc au mois de janvier 2025. Concernant le CPF, le compte personnel de formation. Il y a une nouveauté. Donc, le reste à charge était du salarié qui faisait appel à ce compte personnel de formation était de 100 € en 2024. Le montant du reste à charge passe à 102,23 € en 2025. On rappelle que cette participation est fixée donc de manière forfaitaire, donc c'est un montant forfaitaire et la participation peut être prise en charge par l'employeur ou par l'OPCO, l'opérateur de compétences. Et elle n'est pas due pour les personnes en situation de demandeur d'emploi et aussi pour le titulaire d'un CPF mais sous condition. À titre d'exemple, elle n'est pas due si la formation fait l'objet d'un abonnement de son employeur. Et il y a également d'autres cas spécifiques qui sont prévus. Je passe la main à Adrien qui va nous présenter les informations suivantes. Donc, concernant les titres restaurants, donc jusqu'au 31/12/2024 et à titre exceptionnel, les salariés pouvaient utiliser leur titre restaurant pour
acquitter tout ou partie du prix de tout produit alimentaire, qu'il soit directement consommable ou non. Donc l'absence de loi de finances de la sécurité sociale fin 2024 a remis en cause ce dispositif dérogatoire. Dans un communiqué du 14 janvier, le Sénat a finalement prolongé de 2 ans jusqu'au 31/12/2026 l'usage élargi des titres restaurants. Concernant les pourboires, depuis le 1er janvier 2022, les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, dont la rémunération ne dépassait pas les 1,6 SMIC, étaient exonérés de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d'impôts sur le revenu. Donc ce dispositif, il avait été prolongé par la loi de finances et de sécurité sociale pour 2024 jusqu'au 31 décembre dernier. Aussi, depuis le début de l'année 2025, les pourboires sont en principe de nouveau soumis à impôts et charges sociales. Toutefois, un amendement au projet de loi de finances pour 2025 avait été adopté par le Sénat avec un avis favorable du gouvernement précédent, le prolongeant jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc, affaire à suivre. Comme tu dis, affaire à suivre, effectivement. Autre changement en ce début d'année, c'est la prime de transport. Nous rappelons ici qu'elle permet à l'employeur de prendre en charge les frais de carburant et ou d'alimentation des véhicules électriques, hybrides et rechargeables ou à hydrogène, engagés par les salariés pour leur déplacement domicile-travail. Le plafond d'exonération en 2025, il diminue, il passe à 300 € par an pour les frais de carburant et à 600 € par an pour les frais d'alimentation des véhicules électriques, hybrides ou hydrogène. Sur la même thématique, le forfait mobilité durable évolue. Donc ce forfait offre la possibilité pour l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement, domicile-travail de leurs salariés, lorsqu'ils sont effectués en vélo électrique. On a le cas également du covoiturage, qu'on soit conducteur ou passager. En transport public, on a également l'aide d'autres services d'autopartage qui sont concernés et le déplacement en engin personnel motorisé ou non. Donc le montant annuel diminue de 100 € par rapport à 2024. Cependant, lorsque le dispositif est cumulé avec l'obligation de prise en charge des frais de transport public, le montant cumulé des dispositifs est porté cette fois-ci à 900 €. Le forfait mobilité étant, nous vous le rappelons, égal à la différence entre les 900 €, donc le plafond, et le montant correspondant à l'obligation de prise en charge des frais de transport public de l'employeur. Sur la participation obligatoire de l'employeur aux frais de transport, donc c'est vraiment pour terminer cette partie sur les frais de transport, donc jusqu'au 31 décembre 2024, les employeurs avaient la possibilité de prendre en charge jusqu'à 75% du prix des titres d'abonnement des transports en commun ou de services publics de location de vélos des salariés, sans aucune cotisation sociale supplémentaire et sans imposition supplémentaire également pour les salariés. Donc cette dérogation a pris fin au 31 décembre dernier. Donc si l'employeur maintient cette prise en charge à 75%, sachez que la fraction excédant l'obligation légale de 50% est à réintégrer dans l'assiette fiscale et sociale. Je repasse le micro à Laura. Les emplois francs, ma chère Laura. Merci Patrice. Effectivement, on rappelle que ce dispositif visait à réduire les inégalités d'accès à l'emploi en offrant une aide financière aux employeurs qui recrutaient des personnes qui résidaient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il permettait, pour mémoire, entre autres, de bénéficier aux entreprises de bénéficier d'une aide de 15 000 € sur 3 ans. Le dispositif en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024 n'est plus d'actualité. Il ne peut plus être utilisé à partir du 1er janvier 2025. Une autre nouveauté, une information sur le dispositif que l'on appelle le contrat de sécurisation professionnelle, le CSP. On rappelle que ce dispositif est destiné à accompagner les salariés licenciés pour motifs économiques. Il vise effectivement à favoriser le reclassement de ces salariés
qui sont des salariés des entreprises de moins de 1000 salariés ou des entreprises en redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, indépendamment de leur effectif. Les bénéficiaires de CSP bénéficient d'une allocation spécifique, appelée allocation de sécurisation professionnelle ASP, équivalente à 75% du salaire brut pour les salariés avec plus d'un an d'ancienneté. Le CSP devait s'arrêter et il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 par un récent avenant, décret, excusez-moi. Voilà, on vous présente ici quelques informations concernant d'autres évolutions pour ce début d'année 2025. Les bons d'achat attribués par le CSE voient leur valeur portée à 196 € par an et par bénéficiaire. Les URSSAF ont mis à jour les valeurs forfaitaires des frais professionnels. Et enfin, le barème des saisies sur salaire en 2025 a été revalorisé. Les actualités, alors, ne sont pas terminées, vous l'avez compris, il y a eu, malgré certains amendements, certains décrets passés, d'autres sujets qui restent à venir. Nous aurons l'opportunité de les repartager avec vous au fur et à mesure de leur publication. Étant précisé, Patrice, qu'effectivement sur le calendrier, si tout va bien, si effectivement le gouvernement est maintenu, la prochaine date, c'est la présentation du budget et donc de la loi de financement pour la Sécu sociale 2025 et a priori, on serait sur mars, plutôt avril. Donc, s'il y a de l'actualité, on reviendra vers vous, bien évidemment, mais c'est conditionné donc à la stabilité gouvernementale. Donc, on attend de voir. Voilà. Et on reste comme vous dans l'expectative. C'est ça. Néanmoins, il y a quand même de la matière, notamment autour du partage de la valeur. Nos experts vont vous en décrypter les contenus, les avantages aussi, les contextes. Laura, c'est toi qui démarre, c'est ça? Non, c'est moi. Chance. Toujours l'invité surprise. Bonjour à tous. J'ai essayé de répondre un peu au fil de l'eau à quelques questions, mais je crois qu'il y en a qui sont effectivement dévolues pour le conseil social. Alors, nous attaquons donc notre sujet sur le partage de la valeur. On va revenir un petit peu sur la genèse de cette loi qui a atterri, en tous les cas, encore récemment cet été avec les décrets d'application. Alors, lutte pour préserver le pouvoir d'achat, le sens du travail qui est chahuté avec notre réforme des retraites, ce serpent de mer, l'annonce des résultats records pour les grandes entreprises françaises. Bien évidemment, la question du partage de la valeur est au cœur de toutes les attentions. Pour faire suite à une promesse de campagne, si vous vous rappelez bien, du président Macron sur la création d'un dividende salarié, une note d'orientation du gouvernement avait été adressée aux fédérations syndicales salariées et patronales en vue d'aboutir à une négociation portant sur le partage de la valeur. Après de nombreux mois de négociations, on a atterri à la signature d'un accord national interprofessionnel le 10 février 2023. Donc, on avait déjà abordé un certain nombre et balayé un certain nombre de dispositions lors de notre dernier webinaire Actu Social. On a eu donc la promulgation de la loi du 29 novembre 2023 qui est ainsi venue transposer un certain nombre de mesures marquant donc un tournant pour les entreprises visant à réconcilier, et c'est l'intention du législateur, le travail avec le capital. La loi a été précisée par la suite, comme je l'indiquais, par les décrets des 29 et 5 juillet 2024 et qui ont introduit donc des obligations inédites à titre expérimental pour 5 ans, tout en laissant une certaine flexibilité aux entreprises sur le choix des dispositifs.
un point important aujourd'hui, on parle effectivement d'une obligation, on va les détailler, mais je précise qu'à date, il n'y a aucune sanction qui n'est prévue, mais il est vraiment important de saisir cette opportunité en réalité d'adopter un cadre souple et adapté à vos entreprises parce que cette souplesse ne durera pas indéfiniment. Il vaut mieux en avoir les maîtrises que de le subir. On peut passer au slide suivant. Donc, vous retrouvez dans ce slide donc une synthèse des différents dispositifs. Donc, pour la première fois, le législateur va imposer des dispositifs. On va distinguer les entreprises entre 11 et 49 salariés et les entreprises de plus de 50 disposant d'un ou de plusieurs délégués syndicaux. Et en fonction de critères que je vais aborder, s'ils sont éligibles, il y a l'obligation de mettre en place donc un des 4 dispositifs que vous retrouvez en dessous, soit l'intéressement ou le supplément d'intéressement selon les cas, donc pour les entreprises de plus de 50 salariés, le supplément de participation aux résultats, l'abondement au plan d'épargne, donc les plans d'épargne de type PEE, PEI, PERCO, ou bien la mise en place d'une prime partage de la valeur que je vais nommer durant tout notre webinaire PPV. On peut passer au slide suivant. Alors, un petit rappel, puisqu'on parle d'obligations légales. On a encore des dispositifs qui restent facultatifs. Donc, pour les entreprises de moins de 50, la possibilité de négocier un accord de participation volontaire reste donc sur un système facultatif. Et j'y reviendrai parce qu'on ouvre quand même la voie et c'est l'objectif, c'est de toucher les petites entreprises et petites PME pour justement généraliser un dispositif de partage de la valeur par rapport à une entreprise qui fait plus de 50 salariés et sur 5 années consécutives va être obligée de mettre en place de la participation. Donc, pour pallier l'absence d'une obligation, on va faciliter le dispositif de la participation à titre volontaire tout en ouvrant sur une possibilité d'avoir une formule moins favorable que celle qui est prévue par le Code du travail. Pour toutes les entreprises, donc la possibilité de verser la PPV sur une année civile, la mise en place d'un plan de partage de valorisation de l'entreprise, la possibilité de verser des avances, primes de participation ou d'intéressement aux volontaires, la possibilité d'affecter des sommes issues des plans d'épargne salariale ou retraite sur des fonds labellisés, et la possibilité d'octroyer des actions gratuites aux salariés dans la limite de 15% contre 10% antérieurement. Donc, ces éléments-là restent facultatifs. On peut passer au slide suivant. Dès que j'aurai fini de me battre avec la techno, voilà. Voilà. Donc, une fois que j'ai un peu abordé et brossé les dispositifs facultatifs, les obligations et de quoi on parle. Donc, comme je l'indiquais, pour les entreprises de moins de 11 salariés, elles ne sont pas concernées. Entreprises entre salariés, et je vais le détailler. Donc, à partir du 1er janvier 2025, vous avez vu énormément d'actu. D'ailleurs, pour les 11 actifs de partage pour les entreprises de 50 salariés et plus, qui disposent d'un délégué syndical, mais ça date depuis l'année dernière. Ce n'est pas nouveau à compter du 1er janvier 2025, mais depuis la loi du 23 novembre 2023. On peut passer au slide suivant. Alors, pour les entreprises donc comprises entre un effectif de 11 et 49 salariés, comme je l'indiquais, à partir du 1er janvier 2025, la loi rend obligatoire pour plus de 170 000 entreprises la mise en place d'un dispositif de partage de la valeur. Cette nouvelle obligation est soumise à 2 conditions. Tout d'abord, une condition
fixé à 11 salariés. C'est-à-dire que l'entreprise doit pouvoir déterminer l'effectif annuel en calculant la moyenne des effectifs employés au cours de chacun des mois de l'année civile précédente. L'entreprise ne doit pas être assujettie à l'obligation de mettre en place la participation légale, c'est-à-dire d'avoir atteint un effectif de 50 salariés sur 5 années civiles ou appartenir éventuellement à une UES atteignant dans les mêmes conditions 50 salariés. Ensuite, deuxième condition, une condition liée aux résultats. Les entreprises qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires pendant 3 années consécutives. Afin de vérifier si l'entreprise est éligible en 2025, il devra donc prendre en compte le bénéfice net fiscal des exercices 2022, 2023 et 2024. Vous pouvez passer au slide suivant. Alors, sur les entreprises de plus de 5 ans qui disposent d'un délégué syndical. Dans ces entreprises, elles ont donc une obligation de mettre en place un dispositif de participation légale. Si elles doivent mettre en place un accord de participation parce qu'elles n'étaient pas éligibles auparavant, ou si elles doivent négocier la mise en place d'un accord d'intéressement ou leur renouvellement, il y a donc une obligation pour ces entreprises d'intégrer dans leurs négociations, en cas de bénéfice exceptionnel, une négociation pour prévoir donc un dispositif relatif à du partage de la valeur. Les 2 conditions, et je l'ai déjà indiqué, un effectif d'au moins 50 salariés et donc être assujetti à la mise en place d'un accord de participation. Également disposer d'un ou plusieurs délégués syndicaux. Donc on a beaucoup de questions par rapport à ça de la part de nos clients. Effectivement, si vous avez un CSE et pas de représentation syndicale lors du premier tour du scrutin, dans ce cas, les entreprises ne sont pas éligibles à ce dispositif et ne sont pas dans l'obligation de mettre en place donc ce dispositif dans le cadre de leur négociation. Alors, ce qui est intéressant par rapport aux entreprises comprises entre 11 et 49 salariés, c'est que pour les plus grosses, donc les plus de 50 disposant d'un DS, en réalité, elles seront soumises à une obligation de moyens, alors que pour les entreprises comprises entre 11 et 49 salariés, elles seront sur une obligation de résultat. Donc là, on voit une différence. Pourquoi? Parce que le législateur a considéré qu'à partir du moment où on a un délégué syndical, il faut laisser faire l'œuvre de la négociation collective au sein de l'entreprise et d'adapter le dispositif qui sera le plus personnalisé par rapport à l'activité, au contexte de l'entreprise. Là-dessus, par rapport à cette négociation, le législateur reste assez flou, mais je vais revenir quand même par rapport à une liste non exhaustive de critères par rapport à comment considérer et comment qualifier et définir la notion de bénéfice exceptionnel. Mais vous aurez donc la possibilité de négocier sur 2 champs, à la fois sur cette définition de l'augmentation exceptionnelle, du bénéfice net fiscal et dans un second temps, ou concomitamment, et ça va être une véritable stratégie par rapport à la négociation collective, une négociation sur les modalités aboutissant à partager la valeur auprès des salariés. Vous pouvez passer au slide suivant. Alors, peut-être pour revenir, alors on va remonter, désolé, parce que j'aimerais quand même traiter, super, de la définition de l'augmentation exceptionnelle. Donc, comme je le disais, la loi va définir de manière indicative et non exhaustive une liste de critères qui peuvent vous aider si le cas se présente dans votre entreprise, étant précisé que vous n'êtes pas limité à ces critères et vous pouvez bien évidemment, dans le cadre de vos négociations, ouvrir sur d'autres critères indicatifs permettant de définir la notion même de bénéfice exceptionnel. Toujours est-il que la loi prévoit notamment la taille de l'entreprise,
le secteur d'activité, la survenance d'une opération de rachat d'actions suivie d'une annulation, les bénéfices des années précédentes, qui est souvent le critère le plus facilement retenu par rapport aux négociations en cours, et des événements exceptionnels externes à l'entreprise avant la réalisation du bénéfice. Donc, vous l'aurez compris, on peut bien évidemment adopter d'autres critères analogues. Dès lors que la réalisation des résultats donnerait lieu à un bénéfice exceptionnel, il faut donc prévoir un dispositif et le versement d'un des dispositifs, à savoir soit un versement du supplément de participation ou d'intéressement, soit une discussion sur le versement d'un dispositif de partage de la valeur. Je rappelle quand même, parce qu'on nous pose aussi cette question, donc c'est plutôt un retour d'expérience, que les sommes attribuées au titre du supplément de participation ou d'intéressement viennent obligatoirement en complément de ce qui est attribué au titre de l'accord d'intéressement ou de la participation. Par conséquent, si la formule de calcul de l'accord d'intéressement ou de participation donne un résultat nul, aucun supplément ne peut être attribué. Je rappelle aussi, et ça on va venir plus en détail, que l'entreprise doit être bien évidemment couverte par un accord d'intéressement ou de participation en application duquel les sommes ont été versées pour pouvoir verser un supplément, mais dans la limite des plafonds légaux appliqués. On peut passer au slide suivant. Avec plaisir. Alors, j'aborde et on va brosser 4 intéressement, l'abondement supplément, et on s'attardera un peu plus sur la PPV et le conseil social pour travailler son retour. L'année dernière, on a traité de mise en place d'intéressement. C'est, on va dire, vraiment le dispositif le plus plaisant par les entreprises. Mais étonnamment, dans les petites entreprises et notamment celles comprises entre 11 et 49 salariés, c'est un dispositif qu'on trouve assez peu. On a à peu près 11% des entreprises qui le mettent en place, et donc en général, c'est davantage des entreprises de plus de 50 salariés. C'est dommage parce que en réalité, c'est un dispositif qui est extrêmement souple. Pour le redéfinir, donc c'est d'associer collectivement aux résultats de l'entreprise les salariés par le versement d'une prime d'intéressement en cas d'atteinte d'objectifs collectifs qui vont être prédéfinis, et c'est lié aux résultats ou aux performances et basé nécessairement sur des critères alors financiers, mais de plus en plus extra-financiers, RSE et environnementaux. C'est un dispositif qui, pour les entreprises de moins de 250 salariés, est extrêmement favorable, que ce soit pour les entreprises que pour les salariés, puisqu'ils vont bénéficier d'un régime de faveur, tant au niveau du traitement fiscal que social. Et donc, ce qui est important, c'est que l'intéressement, s'il n'y a pas de résultat et s'il n'y a pas d'atteinte d'objectif, dans ce cas-là, il n'y aura pas de prime. Donc, il n'y a pas d'obligation de versement. À partir du moment où on établit des critères qui seront adaptés à l'activité de votre entreprise, si votre entreprise est saine et qu'elle marche bien, on récompense et on verse une prime. Si on n'atteint pas les objectifs ou si l'année ne se passe pas bien, l'entreprise n'aura pas à verser de prime aux salariés. C'est donc un système qui est très souple et qui a un attrait particulier pour fidéliser ou retenir les salariés. On va passer au slide suivant pour gagner un peu de temps. La participation volontaire, donc je l'ai un petit peu abordée précédemment, mais donc elle vise à associer collectivement donc les salariés aux résultats de l'entreprise par la redistribution d'une partie des bénéfices réalisés par l'entreprise pendant l'exercice donné. Comme vous le savez, elle est obligatoire dans les entreprises de plus de 50. Et là, la grande nouveauté, et donc à titre expérimental jusqu'au 30 novembre 2028, les entreprises, et parce que ce système est moins souple que la participation,
l'intéressement, pardonnez-moi. Donc, on va ouvrir davantage la vanne, hein, puisque la participation va être corrélée par rapport à une formule de calcul pour établir la réserve spéciale de participation et ensuite déterminer une enveloppe de distribution et de partage sur un certain nombre de critères. Or, pour les entreprises de moins de 50 salariés, elles pourront donc se doter d'un accord de participation, mais avec une formule de calcul moins favorable que la formule légale. Petit point d'attention, auparavant, il y avait une largesse qui était prise puisque la mise en place d'un accord de participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 sur 5 années consécutives et il existait une dérogation lorsqu'elles avaient mis en place un accord d'intéressement. Donc là, la loi est venue supprimer ce report de 3 ans pour l'obligation de la mise en place de la participation pour les entreprises déjà dotées d'un accord d'intéressement. Donc on reste maintenant sur la règle de nos 5 ans. Je rappelle quand même que lorsqu'on parle d'intéressement et de participation, on parle d'épargne salariale et ça ne doit en aucun cas substituer des éléments de salaire qui sont mis en vigueur. Donc, je ne peux pas remplacer une prime variable par la mise en place d'un dispositif lié au partage de la valeur, puisque ça viendrait substituer un élément de salaire. Il faut être assez vigilant par rapport à ça et bien, comment dire, préparer votre dossier parce que en cas de contrôle URSSAF, les contrôleurs seraient amenés justement à vérifier s'il y avait une certaine constance par rapport à l'octroi de primes variables ou d'autres primes et qui, à partir de 2025, seraient subitement remplacés, en plus pour le même quantum, donc faites attention, par un dispositif de partage de la valeur. Donc, restez vigilants. On peut passer au slide suivant. Donc l'abondement, je l'ai abordé tout à l'heure. Donc on a quand même une augmentation par rapport au PASS. Donc on a la possibilité pour les entreprises donc de compléter les plans d'épargne entreprise, que ce soit le PE, PEI, PERCO, dans la limite de 16 du PASS. En revanche, en l'absence de versement unilatéral, le plafond redescend à 8 Donc soyez vigilants par rapport au véhicule juridique pour l'abondement de votre plan d'épargne salariale. J'ai indiqué quelques nouveautés, mais je ne vais pas les détailler parce qu'on va passer un peu plus de temps sur la PPV. Mais effectivement, toute une procédure de simplification a été mise en œuvre pour la modification des PEI, donc les plans d'épargne interentreprises, par rapport à l'ajout justement des nouvelles possibilités d'affectation. Donc cette modification est facilitée par une simple information et il n'y aura pas de droit d'opposition. Je rappelle, parce que c'est un point important, que le règlement du plan d'épargne entreprise devra donc offrir dorénavant la possibilité d'affecter une partie des sommes épargnées à l'acquisition de parts d'au moins un fonds labellisé ou d'un fonds nourricier, d'un fonds labellisé à titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable. Et vous avez une liste des décrets qui est donc fixée par décret dont vous retrouvez les sources sur notre présentation. Nous pouvons passer au slide suivant. Alors, la fameuse PPV. Contrairement aux autres dispositifs qui sont qualifiés d'épargne salariale, on a la prime partage de la valeur. J'ai souvent écrit sur le sujet. J'ai été assez critique par rapport à ce dispositif parce que, effectivement, à mon sens, ce n'est pas une prime partage de la valeur. C'est plus une prime qu'on labellise partage de la valeur, mais en réalité qui est dédiée davantage à soutenir le pouvoir d'achat des salariés. Toujours est-il que j'ai eu beaucoup de discussions dans le cadre de la NDRH en particulier, puisque je pousse beaucoup sur l'intéressement et tous les autres dispositifs en disant c'est ça le partage de la valeur, d'être dans la mise en place de se projeter à moyen terme et de faire participer les salariés aux performances des institutions et surtout d'avoir cette vision de partage travail-capital. Pour moi, la PPV ne répond pas réellement à ces intentions-là. Toujours est-il
en réalité, est assez essentiel pour un certain nombre d'entreprises et pour leurs salariés, justement, pouvoir d'achat des salariés, un sujet de préoccupation très important. Contrairement à de l'intéressement, la PPV, c'est une pompe à cash et qui peut être dans un certain nombre de contextes un véritable amortisseur social. Donc, effectivement, le mieux, c'est de cumuler de l'intéressement et de la PPV parce que ça répond finalement à des objectifs différents. Euh, on va vraiment le détailler, mais ce qui est nouveau, c'est que, on pérennise ce dispositif, alors qu'avant, il était plutôt exceptionnel. J'ai parlé de la PEPA. Donc, on est à l'origine, la genèse de la PPV, c'était la PEPA, et même antérieurement, des primes Macron, et on peut revenir à très longtemps. Donc là, on pérennise le dispositif. Attention, le traitement de faveur ne durera que jusqu'en 2026. On permet également de le verser 2 fois par année civile et ça reste un dispositif pour les entreprises de moins de 50 qui est et pour les salariés ayant des rémunérations inférieures à 3 SMIC, un dispositif donc extrêmement favorable, mais jusqu'à fin 2026. Autre nouveauté, c'est la possibilité, et donc là, on a un rapprochement par rapport au partage de la valeur, donc ça atténue un petit peu mes propos introductifs, puisque maintenant, on a la possibilité d'affecter la PPV à un plan d'épargne salariale ou à un plan d'épargne retraite avec des conditions précises pour cette affectation. Et la demande doit être formulée dans les 15 jours suivant la réception du document indiquant le montant attribué. Vous verrez que depuis le 1er juillet 2024, donc cette PPV chaque somme doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Je rappelle un certain nombre de critères, mais sans doute mes amis du Conseil social seront plus explicites sur le sujet parce que c'est leur quotidien. On peut passer au slide suivant. Merci. Donc, je l'ai abordé et brossé. Donc, comme je l'ai dit, 2 PPV sur une même année civile. Et le versement peut faire l'objet soit d'un acte fondateur de mise en place, qui peut être soit par un accord, soit par une DUE. Et je rappelle que l'affectation de la PPV sur un plan d'épargne, on aura donc une exonération de l'impôt sur le revenu pour les sommes bloquées dans la limite du plafond de 3 000 € ou de 6 000 € par an et par bénéficiaire en cas d'accord d'intéressement. D'où l'intérêt d'avoir un accord d'intéressement si vous voulez gonfler. Je laisse la main à Laura et Adrien pour rentrer dans les détails. Merci beaucoup, Caroline. Effectivement, on va parler du partage de la valeur et surtout de tout ce qui concerne la prime de partage de la valeur, la PPV. Il y a, on le rappelle ici, un formalisme de mise en place de la prime de partage de la valeur et l'employeur qui décide de la mettre en place peut le faire soit via une décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe. Sinon, il peut faire également cela via un accord d'entreprise ou de groupe. Dans tous les cas, sur l'acte fondateur de la prime de partage de la valeur, il y a des mentions obligatoires et des mentions recommandées. Parmi les mentions obligatoires que nous rappelons ici sont la date d'appréciation de l'éligibilité des salariés, le plafond éventuel de la rémunération, les critères de modulation que nous allons présenter tout de suite après, et naturellement le montant de la prime qui sera versée aux salariés. Les mentions recommandées concernent plutôt la durée de l'engagement de l'employeur et aussi la possibilité, les modalités d'affectation de la prime sur un plan d'épargne salariale et ou retraite, le cas échéant. Merci.
Voilà, pour ce qui est des modalités d'attribution, Caroline l'a précisé, effectivement, il faut avoir en tête que, il faut garder en tête que l'employeur a la possibilité de moduler le montant de la prime à travers des critères légaux qu'il peut cumuler ou articuler. La rémunération en fixant un seuil, la classification de l'employé, cadre, agent de maîtrise, ou bien la classification conventionnelle avec le niveau et l'échelon en font partie, tout comme le temps de travail, temps plein, temps partiel, la durée de présence effective, l'ancienneté dans l'entreprise. Tout ça, ça peut faire partie des critères à retenir. Voilà. Et comme Caroline donc l'a rappelé, cette prime ne remplace pas un 13e mois, par exemple, ou une prime annuelle. Donc, ça ne remplace pas la rémunération du salarié. Concernant les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur, on va rappeler ici qu'en principe, tout salarié qui est lié par un contrat de travail à la date de versement est concerné par le versement de la prime de partage de la valeur, la PPV. Toutefois, cela dépend des critères qui ont été retenus dans l'acte fondateur. Et on précise ici, c'est très important, les intérimaires sont concernés. Donc, l'entreprise utilisatrice doit en informer l'entreprise de travail temporaire si jamais elle décide de verser une prime de partage de la valeur. Pour ce qui est des mandataires sociaux, il est important de savoir qu'ils sont exclus pour la partie de rémunération qui concerne leur mandat. S'ils cumulent un mandat avec un contrat de travail, la question est un peu différente. Merci. Nous présentons ici une synthèse de l'évolution du régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur. Et ce qu'il faudra retenir, vous allez avoir bien sûr le support et vous pourrez regarder tout ça avec beaucoup d'attention après. Donc, ce qu'il faut retenir pour le traitement en paye, c'est que la prime de partage de la valeur suit un régime fiscal et social qui dépend de la taille de l'entreprise. Dans tous les cas, la prime, si elle respecte les conditions d'attribution, est exonérée de cotisations sociales. Après, il faut avoir aussi en mémoire le fait que la CSG et la CRDS sont dues pour les entreprises de plus de 50 salariés et pour les entreprises avec moins de 50 salariés. L'assujettissement dépend de la rémunération de salariés et notamment, il y a un seuil qui est fixé à 3 fois le SMIC qu'il faudra regarder. Le forfait social est, lui, spécifiquement demandé, payé pour les entreprises de plus de 250 salariés et a pour base la fraction exonérée de cotisation. Enfin, concernant l'impôt sur le revenu, la PPV est imposable pour toutes les entreprises, enfin pour les salariés de toutes les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, sauf si la prime est versée dans le mois suivant sur un plan d'épargne d'entreprise ou retraite. Et à retenir également que seuls les PPV des entreprises de moins de 50 salariés dont les employés ont la rémunération inférieure à 3 fois le SMIC sont exonérés donc d'impôt sur le revenu et ce dispositif s'applique jusqu'au 31 décembre 2026. Pour la slide suivante, merci beaucoup. Nous avons montré ici le coût, le ratio coût-bénéfice, donc coût employeur-bénéfice pour le salarié, du versement d'une prime classique, de la rémunération classique, et que l'employeur déciderait de verser. Donc, pour les besoins de cette présentation, nous avons retenu des hypothèses qui sont les suivantes. Une absence de protection sociale complémentaire ou supplémentaire, c'est-à-dire on n'a pas pris en compte un taux de prévoyance ni de mutuelle ni de retraite supplémentaire.
et on ne tient pas compte non plus des éventuelles réductions de cotisations maladie, allocations familiales et réductions générales de cotisations qui pourraient éventuellement être applicables. Vous pouvez constater donc que un employeur qui verse à son salarié une prime brute de 1000 euros, paye en réalité pas que 1000 euros, mais 42% de plus à peu près, puisqu'il va verser également les cotisations patronales afférentes. Le salarié, lui, il ne va pas gagner 1000 euros, il ne va pas avoir 1000 euros dans sa poche, mais sans tenir compte de sa fiscalité personnelle, on constate qu'il va gagner un peu plus de 790 euros. Donc, la situation présentée, le ratio coût employeur-bénéfice salarié est de 56%. La slide suivante nous présente une situation un peu similaire, c'est-à-dire que l'employeur souhaite verser à son employeur une prime. Cette fois-ci, ça serait une prime de partage de la valeur, mais l'employeur n'a pas mis en place un accord d'intéressement. Donc, la question qu'on va se poser effectivement pour faire nos calculs et pour voir quel est le ratio coût employeur-bénéfice salarié est de savoir s'il existe ou pas un accord d'intéressement. Donc là, on est dans la situation d'une entreprise qui n'a pas d'accord d'intéressement. Et vous voyez à l'écran, donc le coût, l'employeur pour le versement d'une prime de partage de la valeur. On a mis donc les limites d'exonération, donc 3 000 euros, pas plus. Pour les entreprises de moins de 50, moins de 250 ou plus de 250 salariés. Le coût employeur varie entre 3 000 et 3 600 euros. Et le ratio coût employeur bénéfice salarié, lui, il varie entre 75% et 100% selon l'effectif. Et nous avons également indiqué ici le gain net pour le salarié qui varie entre 2709 et 3000 euros. Donc, par rapport à la slide suivante où le coût bénéfice voilà, merci. Coût employeur bénéfice salarié, on était plutôt à 56%. Avec une prime de partage de la valeur, même sans accord d'intéressement, le coût, il est nettement supérieur, donc 75 à 5% dans le cas le plus favorable. Et enfin, sur la slide qui suit, on a fait le même exercice pour une entreprise qui qui a mis en place d'un accord d'intéressement. Donc, on constate que le régime fiscal et social dans ce cas de figure reste identique et que les ratios, donc coût employeur bénéfice salarié, également varient de 75 à 100%, mais la limite d'exonération, elle passe à 6 000 euros au lieu de 3 000 euros auparavant. Voilà, merci beaucoup pour ça. Et Patrice? C'est abrupt. Ce changement de slide, il est abrupt, effectivement. Très concentré sur cette partie prime, sur partage de la valeur, avec ces dispositifs différents qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Vous avez beaucoup de questions dans le chat. On a essayé d'y répondre. J'avoue que il y a beaucoup de questions. Donc, j'ai essayé de brosser un petit peu. Oui, effectivement, et ça montre que le sujet est intéressant d'une part, pas simple à maîtriser d'autre part, avec des ambitions différentes entre la PPV et puis les deux autres dispositifs ou trois autres, entre l'intéressement, la participation ou l'attribution d'actions gratuites, par exemple. Les objectifs ne sont pas les mêmes. On va essayer de revenir un petit peu là-dessus à l'issue du webinaire. On passe, sans plus attendre, sur un autre sujet, non négligeable non plus, en l'occurrence, cet impact de la loi DADU qui nous a tant tenu en termes d'attention jusqu'en avril dernier.
en attaquant Ouais. directement sur le rappel du contexte. Oui, donc c'est la bête noire des entreprises, hein, c'est cette histoire des congés payés durant, enfin de l'acquisition des congés payés durant les arrêts de travail et également de la paye, des gestionnaires de paye au sein des entreprises. Donc là, on va aborder quand même un sujet un peu technique. J'espère que vous avez pris un petit café. On va essayer de simplifier au maximum. Alors moi, j'aime bien raconter un peu l'histoire parce que ça permet un petit peu de se reposer un peu dans le contexte. Donc, tout commence par 3 arrêts de la Cour de cassation, donc du 13 septembre 2023, qui ont en fait opéré plusieurs revirements de jurisprudence en décidant d'écarter les dispositions du Code du travail pour se conformer au droit européen en matière d'acquisition des droits à congés payés. Donc, on parle de nos articles L3141-3 et L3141-5. Le Code du travail subordonnait à l'époque l'acquisition des droits à congés payés à l'exécution d'un travail effectif et excluait les périodes d'arrêt suivantes, à savoir les accidents et maladies non professionnelles, sauf usage ou disposition conventionnelle plus favorable. Donc, lorsqu'il y avait un arrêt hors des cas professionnels, on n'acquérait pas de droit à congé payé. Et en ce qui concerne les accidents du travail et maladies pro, le salarié acquérait donc les congés payés, mais durant la première année. Donc, il y avait une limitation temporelle. La nouvelle jurisprudence a dégagé, ce sont nos fameux arrêts du 13 septembre 2023. Premier principe, les congés pendant leurs arrêts de travail pour maladie, quelle qu'en soit l'origine professionnelle ou non. Deuxième principe est écarter la limitation de durée d'1 an pour les accidents du travail ou maladies pro. Et troisième principe, et là qui est important parce que ça fait beaucoup d'émules, j'espère que je suis audible, hein, parce que le sujet est un peu technique, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité des congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifiait avoir accompli les diligences qui lui incombaient légalement afin d'assurer aux salariés la possibilité d'exercer ses droits à congé. En clair, la prescription, le délai de prescription ne courait pas tant que l'employeur n'avait pas informé de ses droits au moment de sa reprise. On en a beaucoup parlé. La loi Dadu, donc le 22 avril 2024, sous la pression des fédérations, notamment patronales, des lobbies, parce qu'en fait, ces jurisprudences viennent complètement remettre à bas toutes les modes de calcul des congés payés sans sécurisation juridique parce que on ne savait pas quel était le délai de prescription. A priori, la jurisprudence était rétroactive et effectivement, des salariés ayant quitté l'entreprise et ayant été malades sur des très longues durées, ça posait quand même une difficulté par rapport aux provisions à établir et donc le calcul des droits à congés payés. Donc, le gouvernement s'était engagé, à l'époque, c'était sous l'ère Borne, pour sortir des dispositions, pour sécuriser j'ai envie de dire, le chaos mis par la jurisprudence de la Cour de cassation. Alors, la loi Dadu, premier objectif, c'était de se mettre en conformité avec le droit européen. Donc, on va retrouver par rapport à nos principes des dispositions qui vont venir réduire l'impact par rapport au calcul de l'acquisition des congés payés pendant un arrêt. Bon, dans le cadre d'un arrêt
maladie non professionnelle dorénavant, à compter de la loi du 22 avril 2024. Donc, les salariés pourront acquérir 2 jours par mois dans la limite de 24 jours ouvrables par an, soit 4 semaines, et quelle que soit la durée de l'arrêt. Excite la durée conventionnelle, enfin d'éventuels congés d'ancienneté, congés conventionnels, sauf disposition plus favorable par l'entreprise, on reste sur une limitation de 24 jours. Pour les cas des accidents du travail et maladies pro, on aura donc le salarié pourra acquérir 2,5 jours par mois dans la limite de 30 jours ouvrables par an, soit 5 semaines sur toute la durée de l'arrêt. En ce qui concerne le délai de prescription, donc la loi est venue préciser l'obligation d'information de l'employeur dans le mois de la reprise. Il devra donc indiquer le nombre de jours de congé acquis et non pris en raison de l'arrêt maladie et la date butoir pour les prendre. Étant précisé qu'en termes de mode de preuve, cette information, le législateur ne précise pas, elle peut être faite par tout moyen et il est possible de l'indiquer uniquement dans le cadre du bulletin de paie. On peut passer au slide suivant. Je te laisse la main, Laura, pour expliciter les règles de report. D'accord, je vais passer à Adrien la parole Pardon. pour ce sujet-là. Non, mais il n'y a pas de... Merci. Alors, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congé tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser. Donc, on va se retrouver avec 3 situations possibles. La toute première, c'est au terme d'une période d'acquisition, le salarié est malade depuis moins d'1 an. À son retour, l'employeur doit l'informer de ses droits acquis. Le salarié dispose alors de 15 mois pour poser ses congés. À l'issue de cette période, les congés payés acquis pendant la période faisant l'objet de ce report et qui ne sont pas pris sont tout simplement perdus. La deuxième situation, c'est au terme d'une période d'acquisition, le salarié est malade depuis plus d'1 an. L'employeur commence alors à décompter la période de report de 15 mois. Cependant, le salarié revient avant l'expiration de la dite période, donc il revient avant les 15 mois. Dès son retour, la période de report est alors immédiatement suspendue, donc le temps que l'employeur informe le salarié de ses droits. À partir de la date d'information du salarié par son employeur, le décompte de la période de 15 mois reprend pour la durée restante à courir. Et la troisième situation qui peut se présenter, c'est au terme d'une période d'acquisition, le salarié, encore une fois, il est malade depuis plus d'1 an, l'employeur commence à décompter la période de report de 15 mois, et à l'issue de ces 15 mois, donc dans le cas précédent, il était revenu, ici, dans ce cas-là, le salarié ne revient pas. Il n'est pas encore revenu. Il est donc toujours en arrêt et sans discontinuité sur son arrêt. Donc, il perd donc l'intégralité des congés acquis tout simplement relatifs à cette période d'acquisition. Donc, c'est les 3 situations qu'il faut bien avoir en tête. Donc, à titre d'exemple, nous présentons la situation d'un salarié en arrêt maladie du 1er décembre 2024 au 1er août 2025. Donc, si je me positionne au 31 mai 2025, à la date de clôture de la période d'acquisition, l'arrêt maladie est un arrêt du 1er décembre 2024 au 31 mai 2025. Nous sommes en présence d'un arrêt de moins d'1 an. Aussi, l'employeur doit appliquer les règles de report pour les arrêts de moins d'1 an. Donc, au 31 mai 2025, le solde de congé pour la période d'acquisition, donc dans notre exemple, il est de 20 jours. Ces jours devront être pris dans les 15 mois qui suivent le courrier d'information des droits envoyé par l'employeur. Donc, si ce courrier est envoyé, dans notre cas, il n'a pas respecté le délai d'1 mois, mais il est envoyé le 1er octobre, la date limite de consommation des congés est donc fixée au 1er janvier 2027, 15 mois après. Donc, cette opération aura pour effet de permettre aux salariés de reporter les 20 jours acquis sur une période antérieure
au-delà de la période de report des jours qu'il acquiert sur la période en cours. L'employeur devra donc faire attention lors du décompte des congés lors de la prise des jours par le salarié pour intégrer cette particularité. On va se retrouver avec des dates limites de consommation de congés payés qui seront complètement décalées. Donc c'est une question après de priorité. Donc si on doit résumer les règles en matière de report, voilà ce qu'il faut en retenir. Donc l'employeur a l'obligation d'informer le salarié sur ses droits à son retour d'arrêt, et ce, quelle que soit la durée de l'arrêt. Donc chaque situation doit être analysée individuellement pour identifier les dates clés et traiter correctement les reports. Donc on vous laissera le tableau dans le support pour en prendre connaissance. Caroline. Proactivité, pardonnez-moi, j'étais en train de répondre aux questions. Alors, c'était vraiment un sujet très important parce que toute la question, c'était de sécuriser justement la possibilité des recours des salariés, qu'ils soient encore dans l'entreprise ou sortis, pour limiter en fait les dégâts, surtout sur des arrêts de très longue maladie. Ça peut être extrêmement cher. Donc, la loi est venue sécuriser en posant les principes suivants. Donc, pour les salariés présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la loi, il y a effectivement une application rétroactive, c'est-à-dire qu'ils pourront faire valoir leurs droits d'acquisition à congés payés pour des arrêts maladie d'origine non professionnelle intervenus entre le 1er décembre 2009 et le 24 avril 2024, qui est notre loi d'ADU. Et pour le 1er décembre 2009, c'est en référence du traité de Lisbonne qui rend donc dans notre législation la charte des droits fondamentaux. Donc, on parle de droit européen, 1er décembre 2009. Donc, les salariés pourront potentiellement rétroactivement leurs congés payés acquis et non pris. Toutefois, pour venir un petit peu limiter à l'effet, ils disposeront d'une durée de 2 ans pour agir à compter du 24 avril 2024. Donc potentiellement, vous avez, durant 2 ans, donc jusqu'au 24 avril 2026, potentiellement des salariés pourraient remonter jusqu'en 2009 par rapport à des arrêts. Et au-delà, ce ne sera plus possible. Pour les salariés qui ne font pas plus partie des effectifs, dans ce cas-là, les salariés, on retombe sur une prescription triennale et ils disposeront donc de 3 années pour agir à compter de la date de rupture de leur contrat de travail. Donc, ce qui viendra donc limiter les demandes de paiement des indemnités de congés payés. On peut passer au slide suivant. Merci. Alors, vous l'avez bien compris, hein, la loi d'ADU introduit un effet rétroactif au 1er décembre 2009. Hein, Caroline l'a bien rappelé, cette date, elle est justifiée juridiquement. Il s'agit de la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne qui a donné une force juridique contraignante à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, la rétroactivité concernée dans la loi, la règle d'acquisition, mais uniquement pour les accidents et maladies non professionnelles. Donc, est concerné également par la rétroactivité le fait d'informer le salarié et les règles de report. Donc, lorsque l'on régularise, la loi précise que pour chaque période d'acquisition, les congés supplémentaires acquis ne peuvent pas avoir pour effet d'entraîner une acquisition de congés supérieurs à 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés. Autrement dit, à la fin de la période d'acquisition, si le salarié dispose de plus de 24 jours ouvrables, quand bien même il a été malade, l'employeur n'a pas l'obligation de régulariser les éventuels congés manquants parce qu'il a déjà acquis ces 4 semaines qui sont couverts par le droit européen. Donc pour les salariés relevant
de caisse de congés payés, on a une étude approfondie par la caisse qui est réalisée sur demande et justificatif. Caroline, un focus sur la jurisprudence du 2 octobre, peut-être? Oui, oui, oui. Alors, on pensait que nous avions enfin atterri sur la sécurisation. Malheureusement, non. On va encore en parler peut-être à chacune de nos actus sociales sur quelques années encore. Pourquoi? Parce que la jurisprudence du 2 octobre 2024 vient, a jugé que pour les congés payés acquis au-delà d'un an d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie pro, la loi, effectivement, l'article 37-2 n'avait pas prévu de rétroactivité. Toutefois, et c'est ce que juge la Cour de cassation, les salariés peuvent quand même prétendre à des droits à congés payés. Donc, on est vraiment sur les personnes pour des arrêts AT-MP, sur cette fameuse limitation d'un an que le Code du travail prévoyait avant la loi Dadu. Alors, c'est un arrêt qui est particulièrement intéressant parce que les faits d'espèce sont très anciens, ils sont postérieurs au traité de Lisbonne 2009, mais on est sur une période de 5 années d'absence continue, avec à la fois de la maladie non professionnelle, puis un accident du travail, puis une période encore de maladie non professionnelle, jusqu'à ce que la salariée se fasse licencier pour des organisations du service, me semble-t-il. Bref, donc vous voyez, là, on avait donc une articulation de plusieurs régimes, AT-MP ou pas. Donc, comme je l'avais indiqué, c'est que la nouvelle rédaction du Code du travail permet d'acquérir des droits à congé pour la fraction des arrêts de travail AT-MP excédant un an, et ça ne figurait pas donc dans les dispositions d'application rétroactive listées par notre article 37.2 de la loi du 24 avril 2024. Néanmoins, et c'est les salariés, et c'était déjà notre sentiment lorsqu'on était interrogé par nos clients entreprises, à notre sens, les salariés pouvaient quand même s'appuyer sur la jurisprudence du 13 septembre 2023 sur la fraction excédant les 1 an pour les AT-MP. Et c'est exactement en ce sens que la Cour de cassation s'est prononcée dans cette affaire. Elle a tout en considérant que effectivement la modification législative n'a pas d'effet rétroactif, la Cour de cassation considère qu'il convient d'écarter la limite d'un an en s'appuyant sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. On a donc formellement, au travers de cette jurisprudence, la confirmation que les salariés peuvent réclamer des droits à congés payés au titre de fraction des travail AT-MP excédant un an pour la période à la loi Dadu, en s'appuyant sur le même raisonnement que la Cour de cassation. En l'espèce, l'employeur disait non, vous avez le droit à 24 jours, et la salariée disait c'est 24 jours fois 4 ans. Et donc, toute la discussion était naturellement difficulté, mais pour atténuer tout de même la portée de cet arrêt, c'est que la Cour de cassation, elle s'est prononcée sur l'appel de Bourges. Et donc, c'est 22. Donc, bien avant la loi Dadu du 24 avril 2024. Et donc, à notre sens, si vous deviez connaître ce genre de situation, et c'est ce qui sera très probablement fait par rapport à la cour de renvoi, la cour d'appel de renvoi, puisqu'il y a eu cassation, on renvoie devant une cour de renvoi qui va se prononcer maintenant à la lumière de la loi Dadu.
Et ce qui viendra, à notre sens, sécuriser quand même par rapport à la portée de cet arrêt, par rapport à des salariés qui étaient en arrêt accident du travail ou maladie pro et qui viendraient justement vous solliciter sur des droits acquis au-delà de la durée des 1 an, on pourra toujours opposer la rétroactivité des nouvelles règles de report. Et ce que la Cour de cassation ne pouvait pas faire, puisque déjà, elle juge en droit et sur des faits et un arrêt qui étaient antérieurs à la loi. Donc à mon sens, on peut relativiser la portée de cet arrêt et donc nous, on conseillera de toute façon dans le cadre de contentieux de pouvoir s'appuyer sur les règles de report pour neutraliser en réalité le risque sur la portée de droit à congé au-delà de la limitation des 1 an. Alors, après, si on a une appréciation pour relativiser cet arrêt, on voit qu'il y a quand même un combat entre la doctrine pro-employeur et pro-salarié. Et on sait d'ores et déjà que des avocats au conseil, donc plutôt pro-salariés et syndicats, vont essayer quand même de fragiliser la loi Dadu. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de recours sur la conventionnalité ni la constitutionnalité de la loi Dadu. Donc, à mon sens, on est toujours dans un serpent de mer. La loi Dadu a eu le mérite de poser et de sécuriser, avoir justement l'articulation et les contentieux par rapport aux faits d'espèce, mais de pouvoir justement utiliser nos règles de report pour pouvoir limiter la casse. Mais à mon sens, dans 1 an, il va y avoir de nombreuses jurisprudences et je pense qu'on y est encore dans 1 an et pour quelques années encore. Voilà, j'ai terminé. J'espère que c'était assez clair sur la jurisprudence du 2 octobre. Écoute, on a encore de belles matières à venir. Effectivement, comme tu dis, c'est un serpent de mer. On l'a vécu depuis 2 ans et on va encore le vivre, je pense. On prend quelques minutes, Caroline, Laura et Adrien, pour regarder ce qu'il y a dans le chat et ce pour quoi on peut répondre. Ok. Et auquel on n'aurait pas forcément répondu. Alors, des éléments simples, parce que c'est difficile il y en a énormément. On avait une question, mais on a répondu. Est-ce que le versement de la prime transport est obligatoire? La réponse est oui. Sur les remboursements de transport au niveau employeur. Je suis en train de les descendre. Alors, beaucoup de questions sur la PPV, notamment. Alors, il y en a eu plusieurs autour des associations. Est-ce que les associations sont éligibles, enfin, pas éligibles, oui, éligibles au dispositif Oui, absolument. de la PPV? Merci. Ouais. Même chose, est-ce que les entreprises de moins de 11 salariés sont éligibles à la PPV? Alors, elles peuvent le mettre, bien évidemment. On a eu quand même. En fait, c'est ce qu'on précisait dans le slide. On a des dispositifs facultatifs et ensuite obligatoires. Naturellement, depuis quelques années, que ce soit Prime PEPA ou la PPV, ont été versés de manière facultative par des entreprises de moins de 11 salariés. Je rappelle, par rapport à certains chiffres de la DARES, je crois que à peu près 75% des entreprises en France ont versé de la PPV et que la moyenne était généralement autour de 760 €. Donc oui, pour les entreprises de moins de 11, elles peuvent verser de la PPV et ça sera les mêmes conditions et bénéficieront des mêmes conditions du traitement de faveur des entreprises de moins de 250. Après, ça devient obligatoire pour les entreprises de 11 à 49 selon les critères qu'on a détaillés. Mais comme je l'ai indiqué, pour celles de 11-49 qui seraient donc éligibles, je rappelle l'obligation est à compter du 1er janvier 2025, mais c'est à
horizon 2025, donc n'ayez pas peur, hein, il n'y a pas de contrôle qui va s'effectuer le 21 janvier si vous n'avez pas mis en place un dispositif. Attention, la patrouille, vous êtes rattrapé par la patrouille, c'est à horizon 2025, ce qui laisse quand même un temps pour réfléchir au bon dispositif de votre politique de rémunération aussi et comment articuler les différents dispositifs. Mais effectivement, si vous avez déjà, pour les 11,49, mis en place un dispositif d'intéressement et de participation volontaire, là, vous pouvez y déroger. Alors, j'ai répondu assez rapidement dans le chat. D'accord. J'en ai une autre qui est assez aussi intéressante. Alors, toutes le sont, hein, bien entendu. Dans le cas de la mise en place d'un accord de participation et sans représentation syndicale et sans accord avec le CSE, comment est-ce que ça pourrait être mis en place? Est-ce qu'une DUE pourrait suffire? Bah, bien sûr. Oui, ok. Tac, tac, tac. Une question intéressante. Je suis pas sûr qu'on ait la réponse d'ailleurs, mais on va se la poser. Est-ce qu'il y a un équivalent de la PPV pour la fonction publique? Et je dois avouer que nous ne sommes pas les plus experts de la fonction publique autour de la table aujourd'hui, et je m'engagerai pas sur le sujet. Je suis pas sûr que ça existe. Non, effectivement, là, je pense avoir balayé, mais de toute façon, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes les questions, parce que je crois que ça va bientôt couper. Oui, tout à fait. Notamment sur les intérimaires, les conditions de présence, il y a effectivement toute une ingénierie sur laquelle le conseil social et les avocats de Grant Thornton pourront répondre en fonction des éléments de votre contexte. D'ailleurs, je salue les clients que j'ai reconnus dans la liste des participants. Vous avez nos coordonnées effectivement dans les publications et dans les liens qui vont vous être réadressés à l'issue de ce webinaire, en complément du lien vers le replay d'une part et du support, comme je l'ai évoqué en préambule, d'autre part. Donc n'hésitez pas à nous interroger et à nous solliciter au regard de vos contextes et de vos questions. Je remercie tous et toutes inscrits de votre présence. Vous étiez extrêmement nombreux, plus de 700 participants durant ce webinaire. Merci pour votre confiance, merci pour votre présence et merci à l'équipe Grant Thornton, Caroline, Laura, Adrien pour la rédaction, préparation et tout le travail qui a été réalisé en amont et le contenu de se dérouler. Nos légères excuses sur les quelques coupures de son que nous avons pu avoir. Ouais, j'ai compris que c'était moi, ouais. Malheureusement, on ne maîtrise pas tout. On vous souhaite une excellente journée. On se fera un plaisir de vous réinviter lors de nos prochaines animations qui ne seront retardées, notamment lors de la publication de la loi de finances que nous attendons normalement pour fin mars, début avril. Et la loi du partage de la valeur, nous organisons, parce que là, nous avons brossé très rapidement, je t'en prie, nous avons brossé très rapidement quand même les dispositifs, mais si vous êtes très intéressé par le sujet relatif au partage de la valeur, à la fois il y a une obligation, mais osons l'optimisme, nous organisons un double webinaire, un focus sur le loi de partage de la valeur, à la fois pour nos amis anglophones, donc clientèle étrangère qui souhaite s'intéresser sur ce sujet, donc le 4 février et le 6 février en langue française, où nous détaillerons, et notamment avec notre partenaire MIA Assurance, sur tous les plans d'épargne et autres véhicules d'épargne salariale pour pouvoir vous répondre et vous aider à mettre en place le meilleur dispositif, le plus adapté ou plusieurs. Donc à très bientôt. Merci beaucoup Caroline, merci à tous. Nous souhaitons une agréable journée. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.